tous. Alors, voilà. Bonjour à tous et bienvenue ce soir pour cette petite soirée questions-réponses avec Loïc et Richard qui sont là tous les deux. Moi, j'ai voulu proposer cet espace en fait pour poser vos questions parce que je me les suis posées moi-même en amont, que j'ai fait des recherches, que je me suis arraché les cheveux pour trouver sur toutes les solutions qui existent, la solution qui allait me convenir. Et comme c'est un sujet qui est essentiel et qui me semble vraiment voilà, important de partager, j'ai voulu vous faire bénéficier finalement de l'expertise de Loïc qui est là ce soir, et ça c'est super. Et finalement vous faire gagner du temps dans toutes les recherches, hein. Du coup, vous n'aurez pas à faire toutes ces recherches, vous allez pouvoir vous poser les questions directement, ça c'est quand même chouette. Donc voilà, et Richard qui est là lui aussi, qui a été mon interlocuteur, qui a pris du temps avec moi, qui a été aux petits oignons pour m'expliquer tout ça et me permettre d'acheter. Je viens de l'apprendre il y a 2 ans déjà, d'investir dans cette installation dont je suis ravie, qui m'a permis vraiment, voilà, je ne regrette pas du tout, je suis très contente. Et du coup, voilà, je voulais partager ça avec vous et vous permettre de poser vos questions en direct. Donc, je vais donner la parole à Richard ou à Loïc, je ne sais pas lequel en premier. Oui, je vais lancer pour la question. OK. Donc, Richard, je me présente, je suis conseiller indépendant chez Amilo, et Loïc Salé, donc, qui est le créateur d'Amilo et qui est chercheur. En fait, il se présentera plus en détail. Et voilà, donc je prends la première question écrite, c'est Madame Pape Françoise que j'ai vue. Voilà. Est-ce que tu es là, Françoise? Oui. Ok, super. D'accord. Donc, département 74. Votre avis sur la carafe filtrante que j'utilise au quotidien, Loïc? Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Alors, du coup, c'est une question intéressante qui va nécessiter un petit éclaircissement parce que je ne sais pas de quelle carafe il s'agit, Françoise. Ça commence par un B? Alors, je sais plus. Parce que des carafes, il y en a, bon, il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes différentes quand même. Bien sûr, les carafes les plus connues et les plus diffusées, ce sont les carafes Brita. Brita, hein. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, ok. Ouais. C'est la fameuse carafe Brita. Voilà. C'est vrai qu'elle a été très répandue, cette carafe-là. D'ailleurs, il y avait un document qui recensait, alors qui date un peu, puisque je crois que c'était 2007, ça fait une dizaine d'années, mais il y avait eu plus de 2 ou 3 millions de ces carafes vendues cette année-là en France. Donc, ce qui laisse présupposer quand même qu'il y a aussi quand même une interrogation sur la qualité de l'eau et un souhait aussi du public d'améliorer la qualité de son eau pour la boisson. Et je ne peux que aller dans ce sens-là et inviter toutes les personnes à s'interroger sur, d'une part, la qualité de leur eau et d'autre part, les moyens existants pour l'améliorer. Et en ce qui concerne les carafes Brita, ça a été pour pas mal une entrée en matière qui permet d'une part, d'avoir un outil à disposition qui est quand même fonctionnel, et d'autre part, de s'apercevoir qu'il est vrai que consommer une eau qui déjà n'a plus l'odeur du chlore, ou dans laquelle il y a un peu moins de calcaire, déjà, ça change quand même un petit peu. Après, si on parle de l'outil lui-même, la carafe, elle comporte en fait quelques inconvénients. C'est que, bon, d'une part, c'est un outil qu'on va prendre, qu'on va manipuler, qu'il va falloir remplir. Ça, c'est sur les aspects pratiques. Mais d'autre part, surtout, et c'est plutôt là où est la problématique, c'est qu'en fait, on a une petite réserve qui contient du charbon granulé. Entre autres, parce qu'il y a quelques autres éléments. Et en fait,
J'ai pas l'image, mais oui, bon, ouais, je vais pas aller la chercher maintenant. Mais si vous deviez vous représenter en fait du charbon, ça ressemble, c'est un peu comme une éponge en fait. Voilà, sauf que c'est sous forme de petits granulés comme une bille d'homéopathie, on va dire, hein. Et un granulé de charbon de la taille d'une bille d'homéopathie a une très très grande surface de captation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le charbon, hein, pour filtrer l'eau, c'est le média, on parle de média filtrant, le plus répandu à travers le monde dans la filtration de l'eau parce qu'effectivement, il est très intéressant dans la filtration de l'eau. Il a une grande capacité d'absorption. Alors, pour le charbon, en fait, on parle de deux phénomènes différents dans la filtration. On parle d'absorption et d'adsorption, donc avec un B et avec un D. Et ce sont deux modes d'action différents du charbon pour pouvoir capter les résidus de chimie, de synthèse qui sont présents dans l'eau. Donc, l'absorption, c'est en fait ce granulé de charbon qui ressemblerait un peu à une éponge, c'est-à-dire qui est plein de trous. Eh bien, dans ces trous, les molécules chimiques vont venir se loger. Ça, c'est un premier mode de fonctionnement. Et le deuxième mode de fonctionnement, c'est l'adsorption. Et là, c'est un principe, en fait, on va dire, électromagnétique, électrostatique, où on a une attraction, comme un aimant, le charbon ayant une charge particulière et la quasi-totalité des molécules chimiques de synthèse ont une charge inverse qui va du coup venir être attirée par le charbon et c'est comme ça qu'il va capter une bonne partie des molécules chimiques. Donc ça, c'est un avantage parce que le charbon est du coup très intéressant parce que très polyvalent dans la filtration de l'eau. Mais du coup, il y a aussi un inconvénient à ça, c'est que ce charbon qui ressemble un peu à une éponge, si on le laisse dans une petite cartouche qui est à température ambiante, dans laquelle on a fait passer de l'eau, donc qui est humide, et la carafe, c'est un outil qu'on va manipuler, donc on va prendre avec les mains, qu'on va transporter pour la remplir, et qu'on laisse à la lumière, eh bien, il se trouve qu'il va y avoir des bactéries qui vont se développer dans ce charbon. Et c'est en fait ça la principale problématique de ces cartouches dans les carafes, c'est qu'elles sont sujettes en fait aux paramètres les plus prédisposants à la prolifération des bactéries. Et ça a fait l'objet du coup d'une analyse et d'une publication qui avait été faite dans Le Choisir il y a un certain temps et qui a montré en fait que l'eau passée dans les carafes à l'issue de cette filtration, eh bien, était dans un grand nombre de cas de moins bonne qualité du point de vue bactériologique que l'eau avant filtration. Parce qu'en fait, la prolifération des bactéries est quand même très rapide, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, qui sont les conditions de température, d'environnement, d'humidité idéale pour les bactéries, en l'espace de 20 minutes, elles ont déjà doublé. Donc, ça prolifère très rapidement. Et alors, il y a eu aussi, par rapport au carafes, il y a une autre problématique, c'est que justement, ayant observé ces problématiques-là, ce qu'ont fait Brita, c'est qu'ils ont utilisé des sels d'argent en fait, pour enduire le charbon. C'est-à-dire qu'on prend les granulés de charbon, on les plonge dans des bains spécifiques. Et parce qu'en fait, on sait que l'argent a des propriétés bactéricides. Et, sauf que les sels d'argent ne sont pas stabilisés sur le charbon. Et donc, au bout d'une certaine quantité d'eau qui est passée dessus, ben, ça arrive à les désagréger et ça laisse une partie de ces sels d'argent qui vont se retrouver dans l'eau. Donc, entre les problématiques bactériennes et d'un autre côté, ces problématiques liées aux sels d'argent, eh bien, même si la carafe répond sur l'aspect gustatif, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait bien le job sur enlever le chlore. Et donc, on a plus ce goût-là, par exemple, qui est présent. Pour autant, si on regarde plus précisément d'autres paramètres, ben, on va s'apercevoir que ça ne répond pas véritablement à la notion d'eau par rapport à la santé. Voilà. Si on reste sur l'aspect gustatif, ça répond, mais si on regarde du point de vue de l'aspect santé, là, on s'aperçoit que c'est vite limité. Bon, après, il y a d'autres aspects techniques. Hein. La cartouche, il n'y a pas de joint en fait, sur les bords de la cartouche par rapport à son enclavement. Donc, on a aussi de l'eau qui passe sur les côtés, donc tout n'est pas traité correctement. Et puis, dans la logique, en fait, on remplace une cartouche par rapport à une certaine quantité d'eau et non pas par rapport à une durée. Et sur les carafes, en général, on a un petit encodeur à cristaux liquides là, qui diminue au bout d'un certain temps.
Ouais. ça va dépendre surtout en fait de la quantité d'eau qui a été passée à l'intérieur, quoi. Donc voilà, bon, ce sont des outils de première approche, on va dire, qui permettent déjà, comme je le disais, de prendre contact avec ce que c'est que la filtration, mais qui pour autant ne vont pas véritablement répondre ni en termes de qualité, ni en termes pratiques, parce que c'est vrai qu'après aussi, voilà, remplir la carafe, laisser l'eau stagner dedans, dans le matériau plastique, et puis la consommer voilà, au bout d'un certain temps, on n'est pas à l'idéal de ce qu'on peut avoir en termes de qualité, quoi. Voilà. D'accord. Merci. Au-delà du fait que, en plus de ça, ce n'est pas une eau qui est vitalisée. C'est-à-dire qu'on va l'avoir juste filtrée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un second aspect qui est quand même très important, qui est la vitalisation de l'eau, mais on va certainement y revenir à travers un autre. À ce sujet, donc, vous aurez dans les jours qui viennent un mail avec justement un e-book Amilo. Et dedans, on a repris justement l'étude UFC Que Choisir sur la carafe Brita. D'accord. Vous aurez des éléments là-dessus. Voilà. Une autre question, Madame Delacroix Isabelle, du 25. Il me semble qu'elle est là. Oui. On ne l'entend pas, mais elle est là. Est-ce qu'elle nous entend, Isabelle? Sinon, si elle ne veut pas parler, elle peut aussi faire un petit signe, Isabelle, dans… Ah, ça y est. Alors, bonjour. Voilà. Bonsoir, je ne sais pas si c'est moi, c'est Delacroix Marie-Aurore, je pense que c'est ça. Delacroix, moi c'est Madame Delacroix Isabelle, 25. Ah non, bah Isabelle, non, c'est pas moi. Donc, Anne. C'est dans la famille peut-être. Enfin, peu importe, on peut toujours prendre la question d'Isabelle. Et à moins que vous aviez posé une question. Oui, j'avais posé une question via directement par écrit. Oui. Et voilà. Au nom de à quel nom du coup? Delacroix Marie-Aurore. Ah mais je l'ai pas eu. Alors lis-nous la question d'Isabelle. Alors on écoute. Richard, tu peux nous lire la question de… Non, parce que j'ai celle de Madame Delacroix Isabelle. Est-ce que c'est bien un rapport avec l'eczéma? Ah oui, ben c'est ça. Eh bien voilà. Et vous voyez, j'ai vu marquer Isabelle, je ne sais pas pourquoi. Alors, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, votre question, un système de filtration comme celui-ci peut-il améliorer l'eau de la douche et aussi et surtout réduire les problèmes de peau type eczéma? Avez-vous des retours à ce niveau, ce qui dans notre famille est le plus important? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on rentre avec ça un petit peu plus dans le vif du sujet et de l'interaction entre l'eau et l'organisme. Et en même temps, c'est une question délicate parce que, inévitablement, quand on parle de différentes formes de pathologie, de déséquilibre au niveau de l'organisme, il peut y avoir une multitude de facteurs, de causes. Et même si on peut améliorer un ensemble de paramètres qui vont donc favoriser un équilibrage à nouveau de l'organisme, il y a certains types de pathologies, et l'eczéma en fait partie, qui sont aussi souvent liées à la sphère qui peut être aussi émotionnelle ou psychologique ou autre, et sur lesquelles, bien sûr, on a une action d'amélioration, mais on n'atteint pas forcément la cause profonde directement, ou en tout cas tout de suite. Néanmoins, ça peut permettre de faire un cheminement. En tout cas, on a eu déjà effectivement des retours de ce type-là, bien entendu. J'étais d'ailleurs moi-même, quand j'étais plus jeune, eczémateux, et ça s'est transformé après en asthme. C'est d'ailleurs souvent un peu ce qui se déroule avec cette pathologie-là. Et c'est grâce à la vitalisation de l'eau que j'ai pu sortir de ça, puisque au cours de mon cheminement, j'étais passé à un moment donné avec l'asthme et des migraines qui étaient très importantes à travers différentes formes thérapeutiques comme les huiles essentielles, les minéraux, les plantes, l'homéopathie aussi, bien sûr. Et bon, sans véritable résultat. Et c'est à cette époque-là, donc il y a maintenant à peu près 14 ans,
que j'ai découvert en fait la conférence de Marcel Violet, qui était ingénieur des arts et métiers dans les années 30. Et d'ailleurs, c'est une conférence audio vraiment exceptionnelle et qui est encore accessible, et qui parlait de la biodynamisation de l'eau et de toutes les expériences qu'il avait fait à l'époque. Cette conférence, elle date des années 80, et où il expliquait en tant que chercheur ce qu'il avait mis en place en pratique avec toutes les études comparatives qu'il avait pu faire sur le végétal, sur les animaux et sur l'humain. Et j'avais été vraiment subjugué par cette intervention, et ça m'avait reconnecté à quelque chose de profond et de réel, qui est que notre organisme est constitué en majorité d'eau, c'est-à-dire 70% pour sa masse, 99% en nombre de molécules. Donc finalement, si j'enlève toute l'eau qui est dans l'organisme, ce qui reste, ça tient à peu près dans un dé à coudre, il n'y a plus grand-chose. Et c'est ce qui permet de comprendre aussi la raison pour laquelle on peut avoir des actions aussi importantes de l'eau sur l'organisme et sur des rééquilibrages profonds au niveau de l'organisme, parce qu'on vient toucher en fait une structure profonde et fondamentale du fonctionnement de l'organisme. Et donc, à cette époque-là, sur les observations et les expérimentations de Marcel Violet, je me suis procuré un système de dynamisation type Marcel Violet, et j'ai commencé à consommer cette eau-là, et c'est à partir de là qu'effectivement, l'asthme a disparu totalement. Ça a pris un certain temps, entre 1 et 2 années, pour disparaître totalement, mais ça a disparu totalement, alors que c'était quelque chose sur lequel je n'avais pas réussi à avoir d'action véritablement jusque-là. Et en fait, pour l'eczéma, on a eu évidemment des retours déjà de personnes qui avaient des problématiques diverses de peau, et ça peut être lié effectivement à la présence dans l'eau d'éléments chimiques de synthèse comme le chlore, qui est quand même relativement agressif, ou autres formes de pesticides, ou éventuellement de résidus de médicaments. Bien, voilà. Bon, ça, c'est sur la partie chimie de synthèse, mais il y a aussi effectivement le calcaire, bien entendu, qui pour le coup, lui, n'est pas nocif pour l'organisme, puisque c'est un minéral, enfin, précisément, c'est un métalloïde, mais qui par contre crée une dureté au niveau de l'eau, et donc génère après aussi des sécheresses au niveau de la peau. Et donc, c'est souvent une combinaison des deux, c'est-à-dire du chlore et du calcaire, qui va augmenter, quand il y a cette problématique qui est présente, qui va augmenter les démangeaisons, qui va augmenter cette sensation voilà, aussi d'avoir envie de se gratter, donc de démangeaison, de plaques, etc. Donc, c'est sûr que déjà, rien que le fait de retirer le chlore et autres chimies de synthèse, et également d'avoir une action sur le calcaire d'ailleurs qu'on ne retire pas, on va simplement modifier sa forme. C'est-à-dire que le calcaire, c'est donc en fait du calcium sous une forme qu'on appelle la calcite, c'est-à-dire une forme qui est incrustante, c'est sa particularité, ce qu'on appelle le tartre, c'est-à-dire qu'il vient s'accrocher sur les parois, dans les canalisations, sur la robinetterie, etc. Et en fait, en modifiant la structure de l'eau, à travers le module de vitalisation qu'il y a sur le système amylo, donc on va redonner à l'eau ses propriétés qu'on qualifie de dynamique vitale, c'est-à-dire à la fois la dynamique tourbillonnaire, il y a aussi des silices et des céramiques activées. Et en fait, c'est un peu ce qui a été reproduit, c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe en fait sous terre quand l'eau va cheminer, elle va parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres sous terre, et elle va arriver, elle va jaillir à une source. Et la raison pour laquelle, quand l'eau a terminé la totalité de son cycle biologique, géologique, et qu'elle jaillit au niveau d'une source, la raison pour laquelle elle a des propriétés particulières au niveau de la source, c'est que ce cycle est terminé et qu'il a passé par cet ensemble de dynamiques tourbillonnaires, de mouvements, de strates rocheuses, qui a eu un ensemble d'échanges qui ont pu se faire aussi à travers ces éléments minéraux. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là, de ces échanges et de ces dynamiques, notamment la dynamique tourbillonnaire, qui va générer au niveau de l'eau une structure particulière qui, à la source, fait qu'elle a ces caractéristiques qu'on peut qualifier de vitales. Et ces caractéristiques dites vitales, ce sont des caractéristiques de structure au niveau de l'eau. Et quand je dis structure, en fait, je fais appel à une capacité de cet élément qui est de pouvoir s'organiser, hein, les molécules d'eau les unes entre les autres, alors molécules entre guillemets, puisque tout ça, c'est pas statique, c'est vraiment quelque chose de dynamique, mais en tout cas, il y a une cohérence qui s'instaure, et c'est cette cohérence qui permet, quand l'eau est consommée, de venir
entrer en résonance avec l'ensemble de l'eau qu'il y a à l'intérieur de l'organisme, des cellules, etc. Et c'est cette mise en cohérence avec l'eau interne de l'organisme qui va créer en fait des mouvements et des flux énergétiques dans l'organisme pour qu'en fait il vienne à se rééquilibrer de par lui-même. Donc l'eau à ce moment-là est porteuse d'une information entre guillemets, ou en tout cas d'une structure cohérente qui vient générer cette même cohérence au niveau de l'organisme. Et aussi, c'est du coup par voie de conséquence qui va permettre à l'organisme de trouver un équilibre et d'amener une résolution, une disparition partielle ou complète de problématiques qu'on peut observer en surface comme l'eczéma ou d'autres. Donc, il y a ces deux facteurs qui jouent, c'est-à-dire le fait d'une part de retirer la chimie et la dureté de l'eau, et d'autre part le fait d'avoir une action sur l'équilibrage. Et en fait, cette action que l'on crée à travers le module de vitalisation au niveau de l'eau, eh bien, elle agit sur l'eau et elle agit sur les minéraux qui sont à l'intérieur de l'eau, dont le calcium fait partie, puisque c'est de là que nous sommes partis sur la question du calcaire et du calcium. Et en fait, quand on agit sur l'eau et sur les minéraux qu'elle contient, eh bien, ces minéraux vont avoir une forme qu'on qualifie de native, c'est-à-dire que leur dynamique va être, on pourrait dire, augmentée, en quelque sorte. C'est peut-être pas le terme tout à fait exact, mais on pourrait dire que cette dynamique va être remise un peu dans sa capacité d'interaction. Parce que bon, il faut rappeler aussi une chose, c'est que les éléments minéraux sont des particules, ce sont des charges en fait, positives, négatives. Et en fait, quand on crée ces dynamiques, eh bien, on modifie l'équilibre de ces charges. Et la raison pour laquelle ce calcium qui est présent dans l'eau et qui s'accroche sous forme de tartre dans les canalisations, c'est parce que en fait, dans une eau qui passe au niveau de notre réseau, elle a une dynamique qui est totalement différente de ce qu'on a dans la nature. C'est-à-dire qu'elle va passer dans des canalisations sur des kilomètres à angle droit et sous pression, et elle va arriver à notre robinet avec une structure qui est désorganisée, avec un niveau vibratoire qui est faible. Et c'est pour ces raisons-là en fait, que le calcium en fait, va avoir une tendance à se densifier sous cette forme qu'on appelle calcite, et du coup à s'accrocher facilement, puisqu'il a une forme dense qui fait qu'il s'incruste facilement et qu'on a ce tartre et ces traces blanches, etc., sur les parois des douches, tout ça. Et quand on ramène cette dynamique vitale au niveau de l'eau, eh bien, ce qui se produit, c'est que l'eau et donc ces minéraux vont acquérir à nouveau cette dynamique-là aussi. Et donc, ça va éviter, et ça c'est ce qu'on voit en termes d'expérience physique au niveau du calcaire, ça va éviter en fait l'incrustation du calcaire, ça va éviter qu'il vienne s'accrocher. Donc, on a toujours la présence du calcium qui, cette fois-ci, n'est plus dans une forme qu'on appelle calcite, mais qui est dans une forme qu'on appelle aragonite et qui perd en fait la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes. Donc, ça va être du coup beaucoup plus facile, par exemple, dans une habitation, sur les parois d'une douche, de nettoyer, etc. Même s'il y a encore la présence de traces blanches, elle s'enlève beaucoup plus facilement. Et au niveau de la peau, et c'est là ce qui nous intéresse dans ce cas-là, eh bien, cette eau-là et ces minéraux, ce calcium, va être beaucoup moins agressif aussi. D'ailleurs, on le voit dans l'utilisation des produits détergents, dans la nécessité d'utiliser des produits détergents et dans la quantité utilisée, qu'on a une diminution de 30 à 50% des quantités de détergents aussi. Et ça, c'est significatif en fait de ce qu'on appelle une eau douce, c'est-à-dire une eau qui a perdu ses propriétés de dureté. Et c'est parce que les eaux sont dures qu'on utilise plus de détergents pour en fait venir travailler entre autres sur ces calciums, sur ces calcites. Et là, en fait, cette action de vitalisation de l'eau, eh bien, va permettre aussi du coup d'utiliser moins de détergents, et cette caractéristique de l'eau qui est douce, et ça vraiment ça se ressent, que ce soit au niveau de la peau, des cheveux, etc., c'est lié en fait à la dynamique de l'eau qu'on a amenée à travers le module de vitalisation, et qui donc a à la fois cette action physique sur le calcaire, et c'est tant mieux parce que ça évite aussi toutes les problématiques qui sont liées au calcaire. C'est aussi dans les chauffe-eau, les surconsommations, etc. Et également, ça permet, et c'est surtout ce qui nous intéresse le plus, d'avoir une eau qui a des propriétés qu'on peut qualifier de vitales, de dynamiques, qui sont favorables à l'organisme. Et donc, sur les problématiques de peau, ça joue sur ces deux niveaux-là.
Ça joue à la fois parce qu'on a enlevé la chimie de synthèse, donc on évite d'augmenter la démangeaison, et ça joue parce que à la consommation de cette eau-là, on rééquilibre aussi l'intérieur, et donc on va dans le sens de retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre des différents états intérieurs. Et donc, ça favorise inévitablement des résolutions de type aussi, voilà, eczéma ou autre. Maintenant, on ne peut pas non plus affirmer que quelqu'un qui installe un système, il va avoir une résolution tout de suite ou il va avoir à 100% une résolution sur l'eczéma. On ne peut pas affirmer ça, évidemment, mais on a eu plusieurs cas où les personnes avaient des problématiques d'eczéma et où ils ont vu soit des résolutions complètes, soit des résolutions partielles, mais avec une grande amélioration au niveau du confort aussi de vie. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est bénéfique et ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que, et notamment pour les enfants, des fois, c'est les bébés aussi, et surtout les bébés qui absorbent beaucoup d'eau pour s'hydrater, d'ailleurs plus que par la boisson. C'est quand même un point important d'avoir une eau de qualité parce qu'on absorbe aussi quand même beaucoup les polluants par la peau. C'était d'ailleurs un article, Richard parlait du book qu'on a à notre disposition. Il y a dans le book cet article-là aussi du magazine Nexus qui était paru sur le sujet, entre autres, des résidus médicamenteux présents dans l'eau du réseau et qui, en fait, avait recueilli une donnée scientifique sur l'absorption de ces résidus médicamenteux, entre autres, et chlore, par la peau, qui était 600 fois supérieure à l'action que ces molécules-là ont par ingestion. Et on ne se représente pas toujours, en fait, véritablement l'action des polluants au niveau de la peau. On pense que c'est beaucoup par ingestion, mais il y en a aussi quand même une partie importante qui est assimilée par la peau. Et l'action est importante à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, par la peau, on n'a pas de barrière de retraitement. C'est-à-dire que ces molécules, elles vont pénétrer directement à travers l'épiderme, rentrer dans les cellules, et elles sont pas retraitées, elles ne sont pas transformées. Alors qu'au cours de la boisson, on a quand même, à un moment donné, potentiellement les sucs gastriques qui vont réussir à désagréger certaines molécules chimiques de synthèse et à les rendre moins impactantes au niveau de l'organisme, alors que par la peau, l'imprégnation, elle est directe. Et là, il n'y a pas de barrière de retraitement. Donc, c'est vrai que l'aspect de l'eau, du bain, de la douche, etc., est quand même relativement important pour la santé aussi. Il n'y a pas que la boisson. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Je viens de voir que Madame Chouteau-Huguette du 31 est arrivée, si vous m'entendez. Bienvenue, Huguette. Merci. Merci, voilà. merci. Là, vous êtes pile à l'heure, vous avez dit 21h, parfait. Mais c'est ça, voilà. Je lis votre question. Si je fais une analyse de l'eau, quelle analyse dois-je demander? Goût de chlore ou parfois goût chimique? Oui, c'est surtout des goûts chimiques. Alors, de quelle eau parlons-nous? C'est l'eau du réseau? L'eau d'un captage, d'un puits c'est l'eau du réseau du département et c'est l'eau du robinet. D'accord. Alors, les analyses d'eau, c'est un peu délicat parce qu'en fait, il y a souvent cette idée que quand on fait une analyse d'eau, si j'analyse l'eau, je vais savoir ce qu'il y a dedans, comme ça. Oui, mais ouais. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se ouais. passe. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher molécule par molécule ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau. Et c'est là où du coup ça devient complexe et aussi évidemment coûteux parce que à chaque fois qu'on fait une recherche d'une molécule, on va utiliser une technique spécifique pour ça. Alors même si avec les outils qui sont disponibles dans les laboratoires aujourd'hui, on peut analyser quand même des grandes familles de polluants dans les pesticides, certains types des familles d'herbicides, de fongicides, pareil pour les du médicamenteux qui ont des formes à peu près similaires en termes de molécules chimiques. Donc, on peut quand même analyser des grandes familles, mais néanmoins, si je veux savoir ce qu'il y a dans une eau, il va falloir que j'aille chercher tel pesticide, tel médicament, tel métaux, tels hydrocarbures. Et donc, à chaque fois, ça va être un test pour regarder ça, regarder ça, regarder ça, regarder ça.
Alors, je pense pas à des produits chimiques comme les désherbants, les choses comme ça, mais je pense que c'est un produit qui est mis ponctuellement dans l'eau pour, euh, pour la désinfecter, pour qu'on puisse la boire. Et j'ai un odorat et puis un goût qui est suffisamment développé et j'ai du mal à accepter ça. Et ça ressemble à des odeurs de produits qu'on retrouve dans les centres Caliceo pour traiter l'eau. Voilà, ça ressemble à des choses comme ça ou dans des spas pour désinfecter l'eau. Ouais. Donc, c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'un désinfectant, mais ce n'est pas le chlore, c'est un goût complètement différent. Ben, disons que la problématique du chlore, alors juste pour terminer sur la notion des analyses, c'est qu'après, aussi ce qu'il faut voir et comprendre, c'est qu'on utilise en Europe couramment plus de 100 000 molécules chimiques. Donc, et une analyse d'eau du réseau conventionnel qui peut être faite dans une ville de taille moyenne représente la recherche d'à peu près 5 à 600 paramètres dont une bonne partie sont les pesticides, puisqu'on en utilise à peu près couramment 300 en France, et en général, les analyses, ne serait-ce que sur les pesticides, portent sur 3 à 500 molécules, et puis le reste, on va chercher un peu de métaux, les bactéries évidemment, les nitrates, voilà. Mais on est bien loin dans les analyses d'eau du réseau, déjà de couvrir l'ensemble des molécules chimiques qui sont couramment utilisées, puisqu'il y en a plus de 100 000. Et puis, on ne parle même pas des résidus médicamenteux qui ne sont pas recherchés. Et là, c'est pareil, il y en a en quantité importante. Après, en ce qui est, bon, juste pour terminer sur aussi le volet analyse, si on veut faire une analyse d'eau du type de ce qui se pratique un peu dans une commune de taille moyenne avec un panel, je dirais, assez diversifié déjà de ce qui est recherché, tout de suite, on est sur des coûts d'analyse qui sont entre 2 et 3 000 euros. Donc, voilà, si on recherche beaucoup de paramètres, c'est quand même très coûteux. Et pour revenir sur la question du chlore, qui effectivement est utilisé très couramment sur l'eau du réseau pour la désinfection, parce que c'est à peu près la seule technique qui a été trouvée pour résoudre les problématiques bactériennes sur le réseau, puisque évidemment, entre la station de traitement de l'eau et le consommateur, il y a des canalisations. Et ce qui pose problème, c'est le véhicule de l'eau dans ces canalisations, avec tous ce qu'on appelle les points morts, les endroits morts du réseau, où on va avoir une zone où l'eau ne va pas circuler pendant un certain temps. Et c'est dans ces endroits-là que les bactéries vont se développer, et où aussi, bien évidemment, en lien avec l'état du réseau lui-même. C'est considérable la quantité d'eau qui est perdue dans les réseaux. En France, je ne sais plus le chiffre, mais je crois que c'est de l'ordre de 15% de l'eau, mais en fait, c'est monumental, on ne se rend pas compte la quantité d'eau que ça fait. Il y a d'autres territoires, comme par exemple la Guadeloupe, où c'est encore plus problématique, on est sur des pertes de l'ordre de 30%. Donc imaginez 30% de l'eau qui est traitée et perdue en fait à travers des réseaux de canalisation qui sont défectueux. Et évidemment, là où le réseau est défectueux, eh bien, il y a l'eau qui est perdue, mais il y a aussi tout ce qui peut rentrer dans l'eau à cet endroit-là. Et donc là, c'est de surcroît des problématiques bactériennes, de métaux et autres éléments qui peuvent se retrouver à ces endroits-là au niveau du sol. Donc, pour pallier à ces problématiques bactériennes, ce qui est ajouté dans le réseau et souvent à différents points au niveau du réseau, c'est le chlore majoritairement qui est utilisé. Et donc, selon les cas et les caractéristiques d'eau qu'on a au départ et les problématiques, les seuils et les quantités vont être plus ou moins élevés, d'autant plus que des fois, dans certaines communes, ils n'ont pas forcément de mécanisation de ça. Donc, on a aussi des retours, des fois assez fréquents, de personnes qui s'aperçoivent que à la fin de la semaine, le jour du vendredi ou du samedi, alors là, le goût, la présence du chlore est beaucoup plus importante, puisqu'en fait, ils mettent la dose pour le week-end. Mais du coup, la dose est déjà il y avait une publication qui a été faite par un docteur américain sur le sujet et qui disait qu'en fait l'eau est tellement le chlore est tellement dangereux qu'il devrait être interdit carrément. Et on a des quantités de chlore dans l'eau qui sont 3 fois supérieures en France à ce qui est pratiqué aux États-Unis notamment. Et en fait, c'est une grosse problématique parce que d'un côté, on a ces problématiques bactériennes, il faut les traiter.
Mais d'un autre côté, enfin, des bactéries, on en a des milliards dans notre organisme, il y en a plus que des cellules, et si elles sont là, c'est bien qu'elles ont une utilité. Donc le fait de boire une eau qui contient du chlore, inévitablement, il va faire le job, hein, le chlore, c'est-à-dire qu'il va détruire les bactéries, y compris celles qui sont dans notre organisme. Et donc, en ce qui concerne notamment la flore intestinale, c'est clair que c'est forcément délétère. Et au-delà de ça, on a aussi la problématique, et c'est peut-être ce que vous percevez au niveau de l'eau, on a la problématique en fait de la dégradation du chlore. C'est-à-dire que aussi souvent, une des raisons pour laquelle le chlore est utilisé en quantité sur l'eau du réseau, c'est qu'il y a de la matière organique, il y a des problématiques de matière organique. Donc là, c'est lié souvent à la décomposition de la matière et selon le type d'eau qu'on a au départ en ressources, parce que des fois, elle va être captée dans des rivières, des fois, c'est dans des plans d'eau, hein, ou dans des nappes phréatiques, mais il peut y avoir la présence de matière organique en quantité importante. Et en fait, quand le chlore entre en contact avec de la matière organique, il va y avoir une dégradation du chlore qui va du coup transformer ces molécules-là en d'autres sous-produits du chlore, des triadométhanes, et qui sont voilà, tout autant problématiques pour la santé, et qui du coup créent de multiples dérivés qui sont présents et qui peuvent donner ces goûts particuliers qu'on a au niveau de l'eau, qui peuvent aussi se combiner avec des éléments métalliques présents dans les canalisations ou autres types de molécules chimiques présentes, et ça peut donner des goûts particuliers. Voilà. Alors après, l'idée de chercher à analyser ça, c'est forcément fastidieux, coûteux, et puis j'ai envie de dire, ce n'est pas le rôle des particuliers. Alors pour information, vous pouvez quand même trouver, on a un site, à la rigueur, Richard pourra vous transmettre le lien, qui est un site gouvernemental qui permet en fait de répertorier tous les captages en France. Et là-dessus, on peut retrouver toutes les analyses d'eau qui sont pratiquées sur ces captages-là. Et donc, il faut regarder un peu en arrière sur les analyses, parce que selon la taille des communes, il y a des analyses qui sont faites soit tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans, ça dépend un peu, ou tous les mois s'il y a des problématiques plus importantes, ou des fois c'est même plus rapproché. Et donc, en regardant un peu en arrière dans le temps, on arrive à avoir une idée déjà assez claire de la qualité de l'eau sur son point de consommation. Mais pour autant, ça ne définit pas forcément ce qui peut être ajouté comme produit à tous les niveaux. Et ça ne donne pas non plus toujours toutes les indications, en tout cas aussi à l'instant T, parce que ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que l'eau et sa qualité, c'est à un instant T, mais à un instant T, plus 1 ou plus 10 jours, par exemple, s'il y a eu des orages, des mouvements d'eau importants, etc., la qualité peut totalement fluctuer d'une manière très importante. Et une analyse donc, ne représente pas forcément véritablement l'état de la qualité de l'eau à l'instant T. Voilà. Donc, l'idée de faire des analyses, d'essayer de chercher de comprendre peut être quand même fastidieux et coûteux. Ce n'est pas forcément notre rôle. Mais c'est important, par contre, d'être conscient des problématiques d'eau qu'on peut avoir sur le réseau, parce que même s'il y a ces normes, même s'il y a ces fameux contrôles, il faut savoir que les normes sont dépassées. Ça a été le cas pour 5 millions de Français. Alors, ça date un peu, c'était en 2007. Mais ça veut dire qu'à cette période-là, et finalement, ça n'a pas été beaucoup amélioré. Quand les seuils sont dépassés, on continue d'avoir de l'eau au niveau du robinet, parce qu'on ne peut clairement pas couper l'eau pour les consommateurs et leur dire non, parce qu'elle est trop polluée, on arrête de vous la distribuer. Donc, des fois, c'est communiqué, des fois pas. Des fois, on dit vous avez accès à des bouteilles d'eau, mais des fois pas. Et les consommateurs continuent de consommer cette eau-là. Et voilà. Donc, au-delà des analyses et des problématiques dont il faut être conscient, ce qui est important quand même, c'est de pouvoir se positionner sur OK, quels sont les outils à ma disposition pour améliorer cette qualité d'eau-là. Parce que au final, enfin, voilà, ce qui est le plus important, c'est que nous puissions l'améliorer, quoi, pour éviter d'être sujet à ces problématiques. Alors, ce que je fais par rapport au chlore, hein, je me suis fait mon film peut-être, mais je me suis dit que si je prenais la carafe d'eau et donc le soir, je prends une carafe d'eau, je tire une carafe d'eau, je la pose sur la table et le lendemain matin, je peux la boire parce que je n'ai pas le goût de chlore. Oui, alors effectivement, le chlore s'évapore. Ouais. Il s'évapore plus rapidement, même quand on met l'eau au frais, au frigo. Bon, après, il s'évapore dans le frigo, c'est peut-être pas mieux, mais le chlore s'évapore.
Mais toutes les particules ne s'évaporent pas forcément. Les dérivés ne vont pas non plus forcément s'évaporer. Et puis, au-delà du chlore, qui est effectivement une problématique importante, il y a aussi quand même les autres particules que peuvent être les pesticides, les résidus médicamenteux et autres métaux, et qui, eux, ne s'évaporent pas. Donc, même si c'est une résolution partielle, on va dire, par rapport au chlore, qui est déjà moindre mal que de tout boire directement, bon, Voilà. ça ne résout pas complètement la problématique non plus, quoi. Ouais. Merci. Il est vrai qu'on voit beaucoup de magazines féminins ou autres qui souvent on dit voilà, il suffit de mettre dans le frigidaire et puis vous n'avez plus de chlore, au lieu d'aller jusqu'au fond de la problématique de l'eau. J'ai Madame Soubéron, je ne sais pas si elle est là, qui a posé une question similaire sur le chlore. Je vais la lire, hein, et ensuite on va être complémentaires. Donc, Madame Soubéron, j'habite une petite commune d'Ardèche où le village est alimenté en eau de source, captée et appartenant à la mairie de Sainte-Basile. Il y a des contrôles réguliers et ajout de chlore. Quel risque y a-t-il avec l'ajout de chlore? Alors, je voudrais ajouter juste avant, Loïc, c'est qu'au premier confinement en 2020, il avait été dit que le fait qu'il n'y ait plus de restauration ni cantine scolaire, donc il y avait moins d'eau qui circulait. Et l'OMS a permis d'augmenter le taux de chlore. À ce moment-là, il faut savoir que lorsque une mairie a autorisation d'augmenter certains taux signés par la préfecture, je crois que c'est valable pendant 3 ans. Mais personne ne vient au bout de 3 ans en disant, au fait, on a augmenté, maintenant, on revient à une dose normale. Donc, c'est pour ça que vous avez de plus en plus de goût de chlore depuis le début de cette pandémie, si on parlait de la pandémie, hein, en dehors, à cause du confinement. Et dans les zones où il y a, moi par exemple, j'habite à Saint-Malo, dans les zones touristiques, il faut savoir que l'été, on a tendance à augmenter justement le chlore. Donc là, cette dame de Madame Soubéran demandait quel est le risque de l'ajout de chlore, justement. Je pense que du coup, les réponses ont été données avant parce qu'on a à peu près abordé tous les points qui touchent à la problématique du chlore. Ouais. Parfait. Je ne sais pas si Madame Perche-Colette est là, par hasard. Non, bon. Eh ben, on va prendre sa question quand même. Alors, sa question était très courte et sympathique. Et si coupure d'eau, comment s'abreuver? Et si coupure d'eau, on prend des bouteilles d'eau en plastique. Je parlais tout à l'heure des problématiques d'eau sur la Guadeloupe en termes de réseaux défectueux, mais c'est aussi une problématique qui est pour le coup fréquente là-bas. Par exemple, hein, les coupures d'eau, où il y a des parties de la journée complète où il n'y a plus d'accès à l'eau et on sait que juste à certaines heures, il va y avoir une ouverture de l'eau. Et voilà. Donc, les gens pallient à ces problématiques-là en installant des réserves ou des citernes, etc. Qui dit stockage de l'eau, dit à un moment donné possibilité de dégradation de la qualité de l'eau aussi, puisque quand l'eau stagne, eh bien, elle perd aussi certaines de ses propriétés, notamment vitales. Mais en cas de coupure d'eau, voilà, c'est soit on a de l'eau à disposition qui a été stockée, eau de pluie ou une source, un puits, etc. Soit on a une ressource type rivière pas très loin ou autre source voilà, qui sera à proximité à laquelle on peut se rendre et des outils pour purifier ces eaux-là. Soit on va aller acheter des bouteilles plastiques, mais à un moment donné, on va s'apercevoir que c'est très coûteux et que c'est pas écologique et que forcément ça limite aussi plus que le reste. Mais ça nous remet en face de cette réalité-là que l'eau est un bien de consommation quotidienne et qui est vital pour nous, au-delà de la boisson, mais dans plein d'utilités et d'utilisation du quotidien. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes se dirigent vers l'autonomie alimentaire, mais aussi en eau. Et c'est la raison pour laquelle on a de plus en plus de demandes, notamment sur le traitement de l'eau de pluie, par exemple, mais aussi sur des traitements d'eau, de puits, de sources de captage. Donc, on peut tout à fait consommer, que ce soit l'eau de pluie ou l'eau de puits de source, à partir du moment où on a fait ce qui était nécessaire de faire pour que cette eau soit de bonne qualité.
Selon le type de ressources au niveau de l'autonomie, on ne va pas avoir les mêmes problématiques. C'est-à-dire, si je capte l'eau de pluie, j'aurai des problématiques différentes de capter l'eau d'un puits, de surface avec une nappe phréatique ou d'un forage qui est plus profond. Et on va voir que là, il y a souvent des problématiques qui sont différentes, mais qui sont connues et qu'on sait traiter bien pour avoir au final une eau qui soit non seulement potable, mais qui soit surtout favorable à la santé, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est que de ne pas s'arrêter au terme potabilité. D'ailleurs, ce n'est plus le terme qui est employé à l'heure actuelle par les services d'eau. On parle non plus d'eau potable, mais on parle de EDCH, c'est-à-dire d'eau destinée à la consommation humaine. C'est-à-dire que finalement, on dit voilà, le point de destination, c'est l'humain, il va boire cette eau-là, mais par contre, l'idée que cette eau-là soit bonne pour la santé et qui pouvait être caractérisée par le terme potable, il a disparu. C'est quand même pour dire que même à ces endroits de ces distributeurs d'eau, il y a bien eu quand même il y a bien eu connaissance en tout cas des problématiques pour modifier le terme de caractéristique de l'eau qui nous est distribuée pour donner ce terme EDCH, eau destinée à la consommation humaine. Et donc, en tout cas, on peut traiter un tout type d'eau. L'eau de pluie va avoir la caractéristique d'être faiblement minéralisée, donc elle a un goût particulier. Pour autant, on peut la reminéraliser, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais il faut quand même la traiter aussi parce que dans l'eau de pluie, les problématiques sont plutôt liées aux pollutions atmosphériques, entre autres les épandages aériens, les métaux lourds, et puis on peut avoir aussi des épandages liés aux pesticides, etc., qui se retrouvent dans l'atmosphère, sur les toitures. Voilà. Donc là, il y a quand même nécessité aussi de filtrer l'eau à ces endroits-là. Et quand on est sur des puits, des sources ou autres, des nappes phréatiques ou des forages, on va avoir souvent des problématiques bactériennes, bactériologiques qui sont plus importantes, ou des problématiques liées à des taux, des fois de fer, de manganèse, d'éléments minéraux qui sont en quantité trop importante et qu'on va traiter après avec des outils spécifiques pour arriver au final à une qualité d'eau, donc sans molécules chimiques, de synthèse quelle qu'elle soit, et avec des caractéristiques vitales, c'est-à-dire favorables aussi à l'organisme de ce point de vue-là. Donc, si cette question porte sur comment faire le jour où l'eau est coupée, c'est sûr qu'il faut s'interroger sur la notion d'autonomie et de réserve d'eau, de capter soit l'eau de pluie, ou regarder si dans le terrain, s'il y a un terrain, il n'y a pas, pourquoi pas en dessous, peut-être un courant d'eau qui peut être intéressant de capter aussi. Voilà. OK. Donc, dernière question, Madame Touan Audrey, je ne sais pas si elle est là, par hasard, non. Voilà, la question est intéressante et je vais pouvoir y répondre. C'est une question sur les appareils système amylo, dans des cas de figure avec des encombrements, je dirais, restreints. Je lis, donc, je suis propriétaire d'un appartement dans une copropriété parisienne. Le robinet d'arrêt d'eau est difficilement accessible. Le compteur est dans les parties communes. J'aurais aimé installer ce qu'il faut pour dynamiser l'eau, mais je ne suis pas sûr que cela soit possible. Pas beaucoup de place et parties communes que je ne peux pas toucher. Éventuellement, l'option sous évier pourrait fonctionner, uniquement pour la cuisine alors, mais il me faudra l'aide d'un plombier. Que conseillez-vous pour les personnes qui sont comme moi dans des appartements en copropriété avec peu de place? À ce sujet, ce que je vous propose, c'est que toutes les personnes qui ont communiqué leur mail, je vous enverrai un petit mail où je vous inviterai à prendre un rendez-vous téléphonique si vous êtes intéressé pour aller plus en profondeur. Mais il faut savoir que dans les appartements, en effet, pour ceux qui ont des appartements, l'eau arrive sur ce qu'on appelle une colonne sèche, donc dans le couloir. Là, il y a tous les compteurs d'eau. Mais chez vous, à l'intérieur de l'appartement, il y a une coupure générale. Parce que si dans la nuit, il y a une coupure, il y a une fuite d'eau, il faut bien accéder à cette coupure générale. Alors ensuite, à distance, on voit ensemble si cette coupure est l'arrêt général est dans un placard ou sous un évier. Et à partir de là, on regarde les codes d'encombrement que vous avez de disponibles. On demande une photo et on vous aide par rapport à la photo pour nous dire les dimensions qu'il y a, hauteur, largeur. Et par rapport à ça, on a des appareils, bien sûr, du gros système qui est pour une habitation, une maison.
On a le compact habitation qui est un peu plus pour l'appartement ou qui a des cotes un peu plus moindres au niveau hauteur. Et ensuite, on a encore 2 cas de figure de systèmes compacts que l'on peut adapter. Donc, on a tous les systèmes. Maintenant, lorsqu'il y a uniquement un point d'eau, notre premier système, c'est ce qu'on appelle le système sous évier. Donc, c'est un filtre qui se met sous votre évier. Il est vendu avec un petit robinet col de cygne qui va être en face de votre robinet actuel sur l'évier. Et donc, la capacité, c'est 15 000 litres par an. Vous pouvez donc et la boisson et laver les fruits et légumes. Car il ne faut pas oublier que les personnes qui boivent des bouteilles d'eau en plastique, c'est bien gentil, mais ils ont les fruits et légumes qui ont des pesticides. Alors, du coup, je leur demande qu'est-ce que vous faites, parce que si vous les nettoyez, vous les rincez avec de l'eau du robinet. Voilà. Donc là, au moins, vous avez une eau qui non seulement est filtrée, mais aussi dynamisée. Voilà. Donc, je vous inviterai par un mail, et puis si vous êtes intéressé. On a fait toutes les questions. Dans le sommaire du webinaire, si tout le monde a eu le temps de voir, parce qu'il dure quand même 56 minutes, le webinaire de M. Loïc Salé, on avait parlé de la qualité de l'eau en France, les eaux embouteillées, les outils de filtration de l'eau, l'assimilation des minéraux par l'organisme, les sources guérisseuses, vitalisation, structuration, information de l'eau et les systèmes amylo. Est-ce que quelqu'un en live a des questions complémentaires par rapport aux différents sujets que nous avons abordés? Oui, non? Personne? J'en profite pour répondre aussi à une partie de la question précédente concernant l'installation. C'est vrai qu'en ce qui concerne l'installation des systèmes sur les habitations, on a un service qui permet d'accéder à la pause incluse, c'est-à-dire qu'on gère avec la personne et le plombier tout l'aspect technique de l'installation. Mais en ce qui concerne les systèmes qui se mettent sous un évier, ça reste quand même très facile. Quelqu'un qui s'est percé un trou peut installer par lui-même un filtre sous évier. Et ça a été prévu pour que on a prévu la totalité des éléments nécessaires en fait pour qu'un bricoleur puisse faire l'installation par lui-même. Parce que l'idée derrière, c'est d'une part de rendre les outils les plus accessibles possibles, et puis de rendre aussi les personnes autonomes, responsables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chacun peut aussi remplacer ses cartouches par lui-même. Il n'y a pas de contrat de maintenance ni d'entretien sur les systèmes, parce que l'objectif, c'est que chacun aussi arrive à l'autonomie et que ce soit simple d'avoir un outil chez soi, que ce soit peu coûteux et que l'accès à l'eau de qualité soit le plus évident en fait pour tous. C'est vraiment ça l'idée. Donc, installer un filtre sous évier, voilà, on n'a pas forcément besoin de faire intervenir un plombier. On peut d'ailleurs aussi faire appel à un ami bricoleur. Il y a beaucoup qui ont des amis bricoleurs dans leur environnement. Et c'est très facile d'installer un filtre sous évier. Voilà. Et il y a un tuto en plus. Et il y a un tuto, c'est vrai. Il y a un tuto, une notice, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, pour complémenter la réponse aussi à cette question-là. Et la durée de vie de ces cartouches, hein, vous l'avez peut-être dit, je suis désolée. Oui, sur un filtre sous évier, la cartouche, en fait, elle est prévue pour 1 année. En fait, on donne une durée de vie qui est de 1 année. Elle peut filtrer l'équivalent de 15 000 litres d'eau, c'est 15 mètres cubes d'eau, ce qui couvre largement en fait, l'utilisation pour un foyer de 1 à 5 personnes de tout ce qui concerne la boisson, la cuisine, le nettoyage des légumes, voilà. Et pour un modèle habitation, la cartouche centrale, en fait, elle est prévue pour 200 mètres cubes d'eau, ce qui représente en moyenne la consommation d'un foyer de 4 personnes sur 2 ans. On considère que 4 personnes à l'année, c'est à peu près 100 mètres cubes d'eau. Donc là, la cartouche est prévue pour 2 années, voilà, sur une habitation complète. Après, c'est aussi à moduler par rapport aux caractéristiques et aux qualités d'eau. C'est-à-dire que des fois, il peut arriver qu'on soit obligé de remplacer la cartouche un peu plus tôt. Ça peut arriver aussi parce qu'il y a des endroits où effectivement, l'eau est très chlorée ou très chargée. Et donc là, bon, ce qu'on donne, c'est des moyennes. Des fois, les personnes dépassent aussi les durées d'utilisation et l'eau est encore de très bonne qualité. Donc ça, c'est toujours à moduler en fonction des caractéristiques de l'eau qu'on a chez soi, parce que c'est vrai que ça peut être très différent d'un endroit à un autre. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est sûr que quand on a la chance d'être dans un petit village
Il y en a encore quelques-uns en France où l'eau qui est captée, c'est une source et elle n'est pas traitée. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de la mairie, des politiques locales, de gérer leurs propres ressources et de ne pas ajouter de chlore dedans parce qu'il n'y a pas de pollution, bien qu'ils soient souvent sollicités par les organismes de contrôle territorial pour le faire. Mais pour autant, il y a un certain nombre de communes qui ne le font pas et les gens ont une très bonne qualité d'eau de source qui n'est pas chlorée, qui n'est pas traitée et qui est de très bonne qualité, alors qu'à d'autres endroits, elle est juste complètement imbuvable, quoi. Et voilà. Donc, on est aussi sujet derrière, quand on a un système, à adapter le remplacement des cartouches à la qualité de la ressource. J'ai une question posée en direct. Voilà. Aurélie, est-ce que ça filtre le calcaire en plus du reste? Est-ce que ça dynamise en même temps ou il faut quelque chose en plus? Et quel est le coût, en gros, annuellement? Désolé, je suis arrivé un peu en cours d'exposé. Ok, Aurélie. Alors, est-ce que ça filtre le calcaire? Oui, on en a parlé. En fait, on ne peut pas dire qu'on filtre le calcaire puisqu'on ne retient pas le calcium. Par contre, on le transforme de sa forme aragonite incrustante dans une forme, de sa forme calcite incrustante dans une forme aragonite qui perd la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes. Donc, je ne vais pas redétailler parce que je suis rentré assez dans les détails tout à l'heure là-dessus, puis il y aura un replay éventuellement si nécessaire. Mais du coup, oui, il y a un traitement naturel du calcaire sur les systèmes habitation qui a une action favorable dans la transformation du calcaire donc, et qui évite les problématiques derrière liées au calcaire. Est-ce que ça dynamise en même temps? Bah oui, puisque en fait, c'est l'action de dynamisation et de vitalisation de l'eau qui a cette action sur le calcaire de le transformer naturellement. Donc, ça se passe au même moment, en fait, à travers le module de vitalisation. Et quel est le coût, en gros, annuellement? En fait, si on regarde le coût de remplacement des cartouches, une cartouche sur un système sous évier, ça coûte 37 €. Donc, on la change une fois par an, donc c'est 37 € par an. Et sur un système habitation, il y a deux cartouches à changer. Il y a une première cartouche qui est de la préfiltration, qui capte tout ce qui est sédiments, les grosses particules, et ensuite qui vient protéger en fait la cartouche de filtration centrale, qui elle est une cartouche en charbon fibre bloc qui filtre à 0,5 microns. Donc c'est de la microfiltration très fine qui va capter donc le reste, résidus médicamenteux, pesticides, métaux lourds, hydrocarbures, etc. Et celle-ci, on va la remplacer tous les 2 ans. La première, on la remplace tous les ans. Et en fait, le coût moyen de remplacement annuel de ces cartouches-là, c'est 100 €. Voilà. Donc, pour une habitation complète, pour 100 € en fait, à l'année, on a toute l'eau de l'habitation qui est purifiée. Et d'ailleurs, c'est certainement intéressant aussi de mettre ces coûts-là en parallèle, par exemple, de ce que coûte la consommation d'eau embouteillée, parce que les gens ne sont pas toujours conscients du coût de l'eau embouteillée. Et d'ailleurs, quand je fais des conférences publiques, souvent je fais des sondages pour connaître à peu près la proportion de personnes qui consomment de l'eau du réseau et de personnes qui consomment de l'eau en bouteille. Et en général, la moyenne, c'est à peu près 50-50. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore à l'heure actuelle vraiment une proportion très importante de personnes qui consomment de l'eau en bouteille au quotidien. Et la consommation d'un foyer de 4 personnes à l'année en eau embouteillée, c'est de l'ordre de 400 € à peu près. Et on ne se rend pas compte, puisqu'en général, on achète les packs d'eau un peu toutes les semaines. Mais à la fin de l'année, c'est un budget qui est de l'ordre de 400 € pour un foyer de 4 personnes. Donc, c'est à peu près une centaine d'euros par personne et par an, la consommation de l'eau en bouteille plastique. Ce qui veut dire que si on prend l'exemple d'un filtre sous évier, en fait, en une année, un foyer de 4 personnes a amorti le système complet. Et puis, bon, je ne parle même pas des années suivantes où ça coûte 37 € au lieu de 400, mais c'est aussi pour s'apercevoir que la boisson d'eau en bouteille, au-delà du fait que ce n'est pas une solution saine, véritablement, ni écologique, c'est en plus très coûteux par rapport à ce qu'on peut faire directement chez soi en trouvant l'autonomie et en ayant une eau de bien meilleure qualité. Donc, c'est important de l'apercevoir aussi parce que voilà, la consommation d'eau en bouteille a un impact
financier important sur les budgets des ménages et en plus de ça, un impact important sur l'écologie et pour la planète, quoi. Donc, agissons ensemble pour éviter cette consommation de plastique. Le petit rappel, c'est que non seulement les packs d'eau, c'est lourd dans les caddies et dans les escaliers, mais en plus, l'eau, c'est entre 15, 20, 30 et 40 centimes le litre, alors que l'eau du robinet, c'est entre 3 et 4 millièmes d'euros. Donc 0,003 ou 0,04. Voilà, pour le rappeler. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Anne, on va te laisser conclure. Bien, alors, du coup, avant que tu conclues, Anne, moi, je tiens à vous remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner le webinaire et qui prennent le temps de s'intéresser à cette thématique-là et d'améliorer leurs conditions de vie, de faire en sorte que leur santé, leur équilibre physique et énergétique soit meilleur, parce que c'est important pour soi-même et c'est important pour tous finalement quand on prend conscience du lien qu'il y a entre nous tous. Donc, je tiens à vous remercier pour ça. Je suis heureux d'avoir pu participer et répondre à vos interrogations et puis je vous souhaite de pouvoir aller sur la voie de l'amélioration de la qualité de l'eau chez vous si ça n'a pas été encore fait, d'une manière ou d'une autre, avec un outil ou d'un autre, mais en tout cas de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui est vraiment important par rapport à la santé, pour soi et pour les autres. Et je profite aussi de cette fin d'intervention pour vous dire qu'il y a un événement important en France qui va avoir lieu entre le 1er et le 3 avril dans le sud de la France, à 30 km au nord de Montpellier, au hameau de l'Étoile. Et c'est un événement autour de l'eau, le mouvement Honorons l'eau en France. Donc, qui a mis cet événement sur pied et qui va être en fait plusieurs journées consacrées à des échanges, des partages, de la transmission autour de l'eau, avec des partages inspirants de personnes impliquées dans ces domaines-là. Et puis, autres, je dirais, œuvres artistiques qui sont faites par des artistes à la fois peintres, mais aussi des artistes, des créations éphémères qui seront faites sur le lieu, avec des soirées musicales qui seront aussi orientées autour de cette thématique-là, et des musiciens qui ont fait des sessions avec les dauphins, etc. Donc, ça va être un très bel événement, à la fois festif et à la fois très inspirant dans ce qui va être partagé et puis de ce que les participants eux-mêmes vont amener, puisqu'il y a un forum des initiatives. Donc, on parlera aussi de ce que chacun fait pour l'eau et comment, dans sa vie, cet élément-là, il lui amène quelque chose et l'élément nous amène aussi quelque chose. Donc, voilà, je vous invite, en tout cas, Richard a toutes les informations, mais peut-être aussi, je ne sais pas si tu as le lien peut-être, ça peut être le groupe Telegram ou autre. Enfin, en tout cas, si vous avez des interrogations par rapport à ça, que vous souhaitez participer à un événement comme celui-là, vous êtes les bienvenus, évidemment. Et je ne peux que vous inviter à nous y rejoindre et pour aussi percevoir qu'au-delà de ce qui a été abordé ce soir, où on est resté dans des aspects qui sont un peu plus liés à la physique, à la chimie de l'eau, et même si j'ai abordé quelque peu l'aspect énergétique, il y a toute une autre dimension de cet élément-là qui est lié aux caractéristiques fondamentales de cet élément, qui est un des 4 éléments qui constituent le vivant et la matière, et donc qui nous constitue nous et qui nous ouvre des portes en fait sur la compréhension de comment fonctionne la matière et donc du coup de qui nous sommes, de comment fonctionne l'univers. Et c'est donc très riche de pouvoir aussi entrer dans cette approche et cette compréhension que l'eau est un élément qui nous amène à élargir aussi notre conscience selon comment on va prendre contact avec elle. Et voilà, c'est ce qui se passe dans ce genre et ce qui se partage dans ce genre d'événements. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner si le cœur vous en dit, à nous y rejoindre et à participer.
du 1er au 3 avril, en sachant que les inscriptions vont être closes d'ici quelques jours. Donc, c'est le bon moment si vous avez envie de venir. Merci à Anne de m'avoir permis de transmettre ces messages ce soir. Je te laisse le mot de la fin. Oui, merci à toi, Loïc. J'apprends avec plaisir cet événement. Je vais essayer de m'y rendre. Je te remercie. Je remercie tous ceux qui étaient là. J'espère qu'il n'y a plus de questions. S'il y en a, c'est encore le moment. Hein. Sinon, moi, je voulais juste faire un petit témoignage parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'utilisation du filtre que moi j'ai mis pour toute la maison. Du coup, mes animaux profitent aussi de cette eau, hein, puisque c'est ça qu'ils boivent. J'ai même mes voisins qui viennent chercher l'eau chez moi parce qu'elle est meilleure avec des bouteilles. Et du coup, je témoignais parce qu'on parlait d'eczéma tout à l'heure et j'ai un chien qui avait des problèmes de peau. Vraiment voilà, des espèces. Alors, je ne sais pas très bien à quoi l'attribuer d'ailleurs, ce qu'il avait. Mais en tout cas, depuis que j'ai mis la filtration à Milo, moi, et que les chiens boivent que cette eau-là, eh bien, les problèmes de peau ont disparu. Et moi, j'ai lié ça à ça parce que je n'ai rien fait d'autre. Voilà, donc je pense quand même que ça peut être aussi hein, les toxiques qui sont dans l'eau, qui s'évacuent par la peau, évidemment. Donc, je pense que ça, c'est forcément un effet, outre le fait qu'on a tous la peau plus douce à la maison, ça c'est sûr. Voilà. Donc, c'était pour répondre à la personne, je ne sais pas si elle est encore là, qui posait Moi, je pense que ça a un effet évident. Hein, Oui, si, je suis encore là, merci. Ah ben voilà. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à Loïc, à Richard. Et puis, quoi qu'il en soit, moi, je diffuserai le replay parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont contacté en me disant qu'ils ne pouvaient pas venir ce soir. Donc, je rediffuserai le replay, je le mettrai sur ma chaîne parce que c'est important. Et avec les contacts de Richard, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, hein, voilà, ou si vous voulez transmettre. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Et merci bien. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.